Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot, président du conseil d'administration d'Ipsos, le géant des sondages. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On va parler de 2022, mais d'abord quand même ces résultats 2021 publiés il y a cela quelques jours. Pour vous qui sont historiques, il faut le dire, des revenus en hausse de 17%, je le rappelle, une marge qui est à 12 ou 13%, j'ai ça en tête, c'est ça 13%. 13%, pardon. Enfin, 12,9. Voilà, c'est important. Un point de marge, c'est pas rien pour les gratter, donc on va pas les rogner comme ça. Bénéfice en hausse de 60%. Même par rapport à 2019, d'ailleurs, quand on regarde, c'est intéressant, la croissance organique du chiffre d'affaires est de 10% par rapport à une année, j'ai envie de dire, normale. En deux mots, après on parle de 2022, cette performance comme exceptionnelle, historique, on l'explique comment rapidement? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que nos clients, le marché est très actif. Nos clients se posent beaucoup de questions et ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a pas que Ipsos qui a fait une bonne performance économique en 2021. Et donc, du coup, des gens des institutions qui se demandent comment les gens ont évolué, comment les consommateurs se portent, de quoi ils ont envie dans une période dans laquelle on n'est peut-être pas à la fin de la pandémie, mais presque. Tout ça, ça suscite, disons, des questions. Donc ça, c'est la première série de raisons. Le marché est un très bon marché. La deuxième raison, c'est que dans ce marché, Ipsos a une position un peu particulière. On est une grosse société, on est présent dans 90 pays, on a des milliers de clients, on travaille sur beaucoup de thématiques. Mais en même temps, on a décidé de conserver, c'était un peu notre origine, qui est de s'appuyer sur des équipes, autant que sur des technologies, sur de l'intelligence humaine, autant que de l'intelligence artificielle, de façon à fournir à nos clients une information qui non seulement est exacte, mais qui est bien, disons, commentée. Voilà, donc on essaye de se différencier d'autres de nos concurrents, d'autres sociétés qui, elles, sont plus sur juste la technologie, juste l'automatisation, juste la fourniture de données comme on fournit, comme on vend des saucisses. Ouais, oui. Sympa pour la comparaison. Non, mais la marge de 13%, c'est intéressant parce que gagner 3 points de marge, plus par rapport à 2019, encore une fois, c'est donc un niveau supérieur à la période pré-Covid. Oui. Donc, ce n'est pas, encore une fois, le fruit du hasard. Non, parce que d'abord, si vous voulez faire de la croissance, c'est plus de chiffre d'affaires, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des prix, disons, qui soient convenables, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nous. C'est la possibilité aussi d'explorer de nouveaux territoires, de travailler sur des thématiques un petit peu différentes. Et puis, c'est, je crois, le résultat d'un effort qui a été entrepris à partir de 2018 et qui a consisté à faire en sorte que Ipsos, qui faisait beaucoup de choses, beaucoup de sortes d'études très différentes, depuis des tests de produits sur des nouveaux mascaras jusqu'à des études préélectorales, a fait un gros effort d'éclaircissement et de mise en cohérence de son offre vis-à-vis de ses clients. Qu'est-ce que vous avez arrêté, par exemple? On n'a rien. Alors, moi, j'ai horreur d'arrêter quoi que ce soit. Non, mais ou réduire la voilure. Donc, je ne sais pas. On n'a rien arrêté. Simplement, on a éclairci ce qu'on faisait. On a fait un effort pour, disons, repeindre, pour nettoyer, pour repeindre et pour faire en sorte que sur tout ce qu'on faisait, on ait nettoyer, des arrêter, offres. c'est une nuance sémantique. Pour qu'on rende tout ce qu'on faisait plus lisible. Ouais. À la fois pour nos clients, évidemment, mais aussi pour nos équipes. Il ne faut pas oublier que l'une des particularités d'Ipsos, c'est cette présence dans 90 pays différents. Et donc, c'est très important que toutes nos équipes parlent le même langage, comprennent les mêmes choses et donc offrent les mêmes prestations. 2,1 milliards de chiffre d'affaires, il faut quand même rappeler le chiffre, hein, c'est pas rien. Après, j'ai vu que, manifestement, vous faites de plus en plus d'enquêtes en ligne. Oui. Parce que c'est plus rentable, j'imagine, mais est-ce que c'est aussi fiable ? Alors, on ne le fait pas pour être plus rentable. On le fait tout simplement parce que les gens, disons, sont plus disponibles, sont plus à répondre via leur téléphone ou leur ordinateur ou leur tablette, qui ne le sont éventuellement pour ouvrir leurs portes, surtout dans les périodes de pandémie, et pour serrer la main de l'enquêteur, éventuellement. Ou faire un check. Ou faire un check. Ou même pour répondre au téléphone. Enfin, je vous avais sans doute cette semaine mon expérience.
Alors, ça coûte un peu moins cher à faire, mais on répercute évidemment sur les prix à nos clients cet éventuel... C'est aussi fiable ou pas, Didier Truchot? Oui, bien sûr, c'est aussi fiable. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez, aucune méthode de collecte de données n'est parfaite. Parce que notre métier, c'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est quoi? C'est des gens qui sont représentatifs d'une population. Ça peut être les consommateurs de bière, ça peut être l'ensemble des Français ou l'ensemble des citoyens bien faire du son monde. échantillon, c'est ça? C'est une question d'échantillon. Alors, il y a une question d'échantillon. Donc, ça, c'est, disons, ce qu'on appelle de la sociométrie, donc la possibilité d'avoir des métriques qui permettent d'analyser les phénomènes sociaux, les phénomènes de consommation, etc. Et puis, c'est aussi de poser les bonnes questions. Mais alors, poser les bonnes questions, on peut les poser en ligne, comme on peut les poser au téléphone ou en face à face. Et les bonnes personnes, ça dépend de leur disponibilité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont plus disponibles via disons, leurs appareils électroniques ou les réseaux digitaux qu'ils ne sont disponibles via le téléphone ou le domicile. Bon, on parle de 2021, maintenant ce qui est intéressant c'est de regarder un peu cette année, qui manifestement sera différente de ce qu'on imagine encore il y a un mois ou deux avec cette guerre en Ukraine. Je me demandais, sur vos 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'Europe c'est quoi, c'est 40%? Oui, et la Russie et l'Ukraine, c'est 2% de notre chiffre d'affaires. Bon, ok, mais sur les 40%, encore une fois, l'épicentre des répercussions de cette crise, de cette guerre, ça sera a priori en Europe. Quand on a 40% de son chiffre d'affaires qui est sur l'Europe, et s'il y a un gros ralentissement, ce que nous a dit la Banque de France avant-hier, du fait de la flambée des prix des matières premières, on en parle largement ici et ailleurs, quel impact Alors pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur notre niveau d'activité, sur les commandes que nous recevons des clients, sur les demandes qui nous sont adressées. Il n'y a pas d'impact. Alors il faut évidemment attendre quelques semaines, quelques mois. D'abord parce que personne ne sait évidemment combien de temps cette guerre va durer. Il y a des bons esprits qui pensent que ça va durer très longtemps. Il y en a d'autres qui pensent que ça peut éventuellement s'arrêter plus rapidement. Donc je n'en sais rien. Voilà. Donc Sauf que plus ça dure, plus ça peut peser sur les marges de beaucoup d'entreprises qui ont des coûts, des intrants, des matières premières qui coûtent plus cher. Et donc là, on peut se dire, ça pourrait les inciter à réduire leur budget marketing, dépenses, pub. Peut-être, mais ça peut. Non, mais je veux dire, tout est envisageable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, nos marges ont été bonnes en 2021, mais elles ont été aussi bonnes en 2020, malgré une réduction de notre chiffre d'affaires. En 2020, on a fait 7% de chiffre d'affaires de moins qu'en 2019, et nos marges ont été bonnes. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de nos coûts, c'est des coûts de salaire, c'est des coûts de gens qui travaillent sur les programmes que l'on exécute pour nos clients. Donc, si vous voulez, vous avez dans une entreprise une certaine sensibilité aux coûts salariaux. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'arrêter de recruter des gens, donc de ne pas remplacer des gens qui partent, voilà. Et donc, il y a une possibilité qu'on avait vue d'ailleurs en 2009 au moment de la crise financière, qu'on a revue en 2020 au moment de la crise sanitaire, que l'on peut revoir en 2022. Je ne le souhaite pas, évidemment, compte tenu de ce qui se passe en Europe. Et qui nous donne une certaine flexibilité dans la gestion, disons, de notre base de coûts. Mais avec malgré tout, Didier Truchot, une incertitude qui est très forte. Et en même temps, pour vous, c'est un moteur de croissance, l'incertitude. Oui, parce que si... Pour vous, l'incertitude, c'est un moteur de croissance pour le groupe? Oui, parce que, si vous voulez, nous, ce qu'on essaie, c'est de donner de l'information qui permet précisément de limiter quand on est dans le brouillard, cette incertitude. Oui, je veux dire, nous sommes une corne de brune. Donc on a tout à fait la possibilité d'aider nos clients à naviguer, justement, puisqu'on parle de corne de brune, à naviguer dans des moments où effectivement, on a tous un peu de mal à comprendre là où vont les choses. Vous êtes confiant donc pour 2022, malgré encore une fois ces incertitudes. Et le front sanitaire, on a vu encore une fois Shenzhen qui est fermé en Chine, 20 millions notamment, c'est comme le joyau, le berceau de la tech et des nouvelles techno en Chine pour 6 jours. C'est pas que, parfois, un confinement de 6 jours, ça peut durer plus longtemps. On a la reprise des contaminations
en France et ailleurs aussi. Voilà, il y a la guerre en Ukraine. Donc vous restez confiant pour 2022. Il y a cet objectif de croissance attendu de 5% de l'activité. Oui, Vous êtes à l'aise avec ça ? qui est un objectif, disons, qui nous paraît tout à fait réaliste, même si, encore une fois, je veux dire, chaque mois apporte son lot d'incertitudes. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que 40% de notre chiffre d'affaires est en Europe, mais 60% de notre chiffre d'affaires n'est pas en Europe. Et donc, je ne vois pas comment, en tout cas, dans la configuration actuelle, nous n'aurions pas de bonnes performances dans le monde entier, mais surtout, évidemment, dans les régions dans lesquelles ils ne sont pas directement affectés par la guerre. 2 milliards d'euros de capitalisation boursière, ça va mieux boursièrement pour Ipsos, non ? Oui, enfin ça va mieux, ça va un peu mieux. Vous êtes venu il y a un an ou deux, oui, non, je n'étais pas content, je suis toujours pas content, parce que quand je constate que, par exemple, des fonds vont éventuellement faire une offre sur un de mes concurrents qui s'appelle Nielsen pour une valeur d'entreprise de 15 milliards de dollars, alors que c'est une entreprise qui est très valeureuse, je n'en doute pas une seconde, mais enfin qui a quand même beaucoup de problèmes. Je me dis, non pas qu'Ipsos vaut 15 milliards de dollars, mais que Nielsen est bien valorisé. Ouais. Mais si on regardait les mêmes niveaux de valorisation, qu'on les appliquait sur Nielsen à Ipsos, on serait à quel niveau en tout cas, on serait bien au-delà de là où on est aujourd'hui. Ce qui donne de l'espoir, c'est ça ? Non, oui, alors si vous voulez, je n'ai pas créé cette entreprise pour qu'elle soit en bourse, et depuis qu'elle est en bourse, je ne la crée pas pour que le cours soit le plus élevé possible à un moment donné. J'ai toujours dirigé cette entreprise pour que petit à petit, progressivement, elle devienne un acteur important d'un métier que j'aime beaucoup. Ouais. 3e acteur mondial, Ipsos, aujourd'hui, il faut quand même le dire, à plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de capi. Juste, on revient d'Editt Truchot quelques instants. J'aimerais votre grille de lecture là-dessus, vos explications, parce que j'ai découvert ça, j'avais suivi ces questions de gouvernance, mais il y a eu rapidement, mais juste pour avoir votre son de cloche là-dessus, il y a eu cette annonce d'une nouvelle DG en juillet, en provenance de l'extérieur, je crois, de L'Oréal. Finalement, elle est évincée, je mets des guillemets, mais je ne sais pas si c'est le mot évincé, en septembre, la veille de sa prise de fonction, pour finalement opter pour une nomination en interne. On a vu dans la presse, vous avez parlé de profondes divergences. Vous pourriez juste nous en dire plus sur ces profondes divergences ? Écoutez, on ne reste pas 3 heures là-dessus. Non, on ne reste pas 3 heures là-dessus. Je vais juste dire un mot là-dessus. On a, pendant 18 mois, le conseil d'administration a travaillé de la façon la plus professionnelle possible pour choisir un successeur. Et c'est une opération qui est complexe, puisque c'est une entreprise que j'ai créée, que j'ai dirigée. Et donc, je veux dire, un successeur au fondateur PDG. Qui devient président du conseil d'administration. Je suis resté président du conseil d'administration. Ce n'est pas quelque chose de simple. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont souffert un peu de ce genre de situation. Donc, on a fait un long processus, on a vu beaucoup de candidats externes et des candidats internes. On a hésité entre un candidat interne et un candidat externe, et le conseil, et moi le premier, avons pensé que le candidat externe, c'était intéressant, parce que ça pouvait apporter un autre regard sur notre métier. OK. Donc on a pris cette décision, on l'a annoncé au mois de juillet. Il se trouve qu'entre le mois de juillet et le mois de septembre, on a eu évidemment un temps supplémentaire pour discuter, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, sur ce qui rend ce métier très intéressant et spécifique. Autrement dit, une société d'études, c'est pas un cabinet de conseil, c'est pas une entreprise qui vend des produits de beauté, enfin, etc., etc. C'est une entreprise qui a des caractéristiques particulières qu'il convient de connaître, d'apprendre, de connaître et éventuellement de respecter avant de les changer si besoin. Elle arrivait en terrain conquis, cette personne, c'est ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'à un certain moment, on a eu les discussions ont abouti à l'idée qu'on aurait du mal à travailler ensemble. Or, évidemment, moi, je reste président du conseil d'administration, je suis l'actionnaire le plus important de la société, et donc je souhaite travailler avec mon successeur de façon à ce que la transition entre une étape, disons, dans laquelle j'étais le personnage le plus important de cette entreprise, à une étape dans laquelle l'entreprise est beaucoup plus importante que tous les gens qu'elle emploie, va se faire de façon tranquille. Ben Page, donc le nouveau directeur général d'Ipsos, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, puisqu'il travaille depuis 2005 dans Ipsos, et il a été l'artisan d'une progression tout à fait importante de nos activités au Royaume-Uni. Et donc j'ai
toute confiance en lui pour qu'il, non pas seulement pour qu'il incarne une entreprise qui sera évidemment différente demain de ce qu'elle a été sous ma houlette. Voilà. Pas férule, houlette. Férule, si vous voulez. Bon, Didier Truchot, juste, on est à trois grosses semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Évidemment, vous êtes patron d'Ipsos, on a envie de vous en écouter là-dessus. Tout le monde dit, sauf Emmanuel Macron, que l'élection est pliée. Oui. Est-ce que les surprises sont encore possibles? Alors nous, on est très contents parce que... c'est bien, je suis content pour vous. C'est bien, on a très bien anticipé le résultat des élections au Chili, où c'était pas facile, en Colombie, où non plus, où c'était un peu compliqué. On a fait une très bonne performance en Pologne la semaine dernière, et donc nous ne doutons pas une seconde que nous aurons une excellente performance en France. Et en France, je ne dis pas que l'élection est pliée, mais il est évident à lire tous les sondages, y compris ceux d'Ipsos. Maintenant, il y en a un tous les jours, donc c'est encore plus évident que le président de la République est favori à sa réélection. Voilà. Et donc, des surprises, encore une fois, sont-elles encore possibles sur les 3 semaines? Vous qui avez aussi l'historique des campagnes que vous avez pu suivre. Est-ce qu'il y a encore des surprises qui sont possibles? Alors, il y a toujours des surprises pour la raison... Enfin, il y a toujours des surprises. Il peut y avoir des surprises pour la raison suivante, c'est que ce qui est le défi que nous imposent les périodes préélectorales, c'est de comprendre qui va aller voter et qui ne va pas aller voter. Et il est possible qu'en effet, en 2022, en France, il y ait des gens qui aient l'habitude de voter et qui ne vont pas aller voter, par exemple des électeurs de gauche, parce que c'est pas très bien, l'offre est abondante, mais on ne sait pas justement. Et il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voter et qui vont aller voter parce qu'ils auront trouvé une offre à droite qui est plus riche que d'habitude, plus abondante que d'habitude en tout cas. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des choses qui réservent des surprises. Maintenant, quand on regarde les écarts entre le président de la République et les candidats à cette succession, les autres candidats à cette succession, il est clair que ce serait non pas une surprise, mais un énorme coup de tonnerre que l'on passe d'un écart de 15 points à un écart beaucoup plus faible. Donc, certitude qui sera au second tour. L'incertitude, elle se pose peut-être sur l'autre finaliste. Marine Le Pen se dégage quand même largement des 3 autres, mais c'est vrai que ça reste relativement ouvert. Encore pour la place pour oui, je pense qu'en effet, Marine Le Pen a réussi une performance intéressante parce qu'elle a résisté à son concurrent le plus proche, notamment dans les milieux populaires, puisque quand on regarde, par exemple, pour qui votent les ouvriers, il y a encore des ouvriers en France, moins qu'avant, mais il y en a encore. La majorité d'entre eux votent pour Marine Le Pen et ils ne votent pas ni pour le candidat du Parti communiste, ni pour Éric Zemmour. Donc voilà, donc elle a un socle qui existe, mais c'est vrai que l'écart qui la sépare d'autres candidats n'est pas tel à 3 semaines de l'élection que l'on soit absolument certain que cet ordre-là ne soit pas n'évolue pas. Bon, dernière question, Didier Truchot, sur l'état d'esprit des Français, encore une fois, après 2 ans de crise sanitaire, dont on voit le bout, avec une guerre à nos portes. L'état d'esprit des Français, encore une fois, on peut dire quoi aujourd'hui? Les Français qui sont essorés, qui sont... Je pense que, si vous voulez, il faut bien comprendre que une pandémie, c'est quelque chose qui c'est un événement exceptionnel et qui a des conséquences sur la société en général. Donc sur la façon dont les gens se sentent dans la société dans laquelle ils vivent. Alors il y a des conséquences qui sont effectivement de la fatigue, de l'incertitude, etc. Il y a des conséquences qui peuvent être aussi de l'ordre d'une certaine forme de virulence, voire de violence. Donc si vous voulez, historiquement, dans les pandémies, les sociétés se sont toujours débrouillées pour sortir des pandémies avec des boucs émissaires. Alors, souvent, c'était les communautés juives qui étaient les boucs émissaires. Là, maintenant, c'est un peu plus l'islam qui est le bouc émissaire, donc qui est présenté comme étant la source de tous les maux. Donc, ça rassemble un certain nombre de gens qui se rassurent comme ça en pensant qu'une fois que ce problème-là sera réglé, tout ira mieux dans le pays. Donc, il y a effectivement des phénomènes de déstabilisation. Maintenant,
il ne faut pas non plus les exagérer. Je trouve que d'ailleurs, ils sont relativement moins importants que ce que j'aurais pu imaginer. Je pense que les gens, petit à petit, je ne dis pas reprennent leurs anciennes habitudes, mais par exemple retournent au travail. Vous voyez, je suis frappé à Ipsos de voir que aujourd'hui, sans qu'on ait exercé des pressions considérables, la majorité des salariés reviennent travailler 3-4 jours par semaine dans les bureaux, enfin, etc. Donc on va voir ce qui se passe, mais il n'y a pas de, je pense, à ce stade, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques à une situation qui quand même était particulièrement inattendue et traumatisante. Bon voilà, merci de passer nous voir en tout cas. Didier Truchot, Merci à vous. président du conseil d'administration d'Ipsos, le géant des sondages numéro 3 mondial, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.